Merci à vous deux pour vos présentations qui ont apporté beaucoup d'éléments pour cette introduction. Avant de passer aux questions-réponses, j'aimerais dire quelques mots sur le programme C2G Learn. C'est un programme que nous avons élaboré et qui regroupe différents niveaux d'information. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces questions des approches de modification du climat, nous avons divisé le programme C2G Learn en différents blocs et nous sommes là dans la série d'introduction. Mais si vous voulez obtenir des précisions, nous avons des séries qui s'attellent à la gouvernance, d'autres aux parties prenantes, une sur la technologie et les sciences. Et nous travaillons sur une pour parler de la nouvelle recherche qui concerne 6 sujets. Donc, nous, comme vous le voyez, nous organisons un programme ambitieux de webinaires pour continuer à stimuler cette conversation sur l'importance de la gouvernance et les questions qui s'y rapportent. Les personnes nous envoient leurs questions dans la boîte de questions-réponses. Saisissez cette occasion de voir ces deux grands experts répondre à vos questions. Ce n'est pas une occasion que l'on a très souvent. Nous avons une première question que j'aimerais vous adresser à tous les deux, comme première question pour ouvrir cette discussion. Voilà la question. Où dans le monde ces approches d'EDC et de MRS ont-elles lieu? Où devraient-elles avoir lieu? Où est-ce qu'elle avance et où est-ce qu'elle n'avance pas? Je pense que c'est une question importante pour obtenir votre sensation, votre ressenti il est intéressant de voir que le GIEC travaille sur ces questions et intéressant de voir comment ces questions sont répandues ou non dans d'autres espaces. Donc, je pense que Thelma, vous avez l'air de vouloir y répondre. Merci, Elia. Donc, je vais essayer de répondre à cette question sur deux aspects. Et depuis le cadre de travail du GIEC, il est clair que quand nous regardons les publications sur ces questions, fondamentalement, nous avons vu que ces questions ont été traitées dans le dernier rapport d'évaluation du GIEC de 2013-2014, dans le groupe de travail sur les bases physiques et sur le groupe sur l'atténuation. Et plus récemment, dans le rapport spécial sur le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc, car oui, le GIEC ne fait qu'évaluer la littérature dans le monde, et on voit que la recherche se concentre surtout dans les pays développés. Il faut que ceci soit élargi, que ce traitement de ces sujets soit élargi sur le DC et la MRS à une échelle plus mondiale, de façon à avoir un point de vue plus large, une vision de différentes régions du monde. Donc, chaque évaluation que fait le GIEC, eh bien, c'est de la littérature qui est donc évaluée et vraiment un point très positif des conclusions du GIEC, c'est qu'elles peuvent renvoyer à une langue d'étalonnage comme le degré de confiance que nous mettons dans certaines de ces conclusions, et également l'accord entre ces différents morceaux de littérature que le GIEC évalue. Donc, il ne fait pas une sélection, il ne dit pas qu'il faut faire de telle ou de telle façon. Non, il doit refléter plus largement ce qu'il y a sur ces sujets et tout ce qui s'y rapporte. Le grand niveau d'accord ou moyen et la confiance qu'on peut y attribuer. Donc, on sait que ces sujets sont encore dans en culotte courte. Et il faut vraiment, il reste beaucoup à faire. Mais parallèlement à cela, et c'est le deuxième côté de ma question, où est-ce que ces questions sont débattues pour le moment quand on parle de la gouvernance, car
on voit en particulier les différentes options qui se présentent sous chacune de ces approches et qu'elles peuvent chacune avoir des conséquences différentes. En particulier que lorsque l'on parle de la modification du rayonnement solaire qui pourrait avoir des impacts différents certaines parties du monde. Et je crois que Renaba a déjà mentionné certaines de ces options qui ne seraient pas réparties de manière égale. Donc, vraiment, il faut vraiment prendre les points de vue de tous les pays. Et comment peut-on faire ça? Nous pensons que les agencements des institutions de ces options de modification des climats pourraient répondre à ces questions. Et qui plus est sur une scène internationale et la Convention sur le cadre climatique, bien entendu. Et ça pourrait... Font-elles actuellement l'objet d'un débat? Non, pas encore. Toutefois, nous constatons un besoin croissant d'obtenir au moins une orientation, des conseils de la part de ces institutions internationales, comme la Convention cadre, la Convention sur le changement climatique, l'OMM. Donc, nous avons plusieurs espaces qui permettraient que cette discussion soit inclusive. Donc, je voulais vraiment dire, et que c'est en particulier pour la modification du rayonnement solaire, qu'il faut un procédé inclusif. Il ne suffit pas de dire l'échelle à laquelle ça devrait être déployé, mais comme Arunaba l'a mentionné dans sa dernière présentation, il est important d'avoir la gouvernance sur ces questions. Et quand nous parlons la gouvernance, et cela renvoie à ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut un engagement, car chacun doit être conscient. Donc ce caractère inclusif est vraiment nécessaire. Mais pour certaines des options de décès, il faut un peu plus de gouvernance nationale et qu'il y ait une gouvernance au multiniveau, comme l'a mentionné le GIEC, et qui engage des acteurs non gouvernementaux, la société civile, l'industrie, les institutions scientifiques. Et certaines de ces questions pourraient être traitées au niveau national et régional, comme la gestion de l'utilisation des terres. Et à ces différents niveaux, on pourrait voir la gestion de l'utilisation du terrain, et en particulier avec la bioénergie, avec capture et stockage du carbone, le reboisement à grande échelle. Et en particulier parce que ça a été vraiment les questions les plus évaluées par le GIEC dans les modèles intégrés, en particulier dans le rapport spécial sur le 1,5 degré. Mais il est clair qu'il y a d'autres questions sensibles sur le décès, comme la fertilisation des océans, qui a déjà été traitée par la Convention sur la diversité biologique, depuis 2010 d'ailleurs. Quand ils ont dit qu'aucune approche de géo-ingénierie, comme ça s'appelait à l'époque, pour les approches de décès et de MRS, qui ont depuis été divisées en deux, du moins selon le GIEC, et qui disaient qu'aucune de ces approches qui pouvaient avoir un impact sur la biodiversité ne pourrait être déployée. Donc je pense que cela donne plus ou moins une large vision de la façon de traiter tout cela. Merci Thelma. Arunaba, aimeriez-vous intervenir? Nous aimerions connaître votre point de vue sur si, selon votre perspective, cette conversation avance, elle est absente dans certains endroits et où vous pensez qu'elle devrait avoir place. Merci Alia, je veux dire à nouveau que je suis vraiment ravie de faire partie de cette conversation. Je crois que votre question peut être abordée de quatre façons. Qui débat de cela et qui ne le fait pas, ou ça l'est ou ça ne l'est pas, ce que l'on doit débattre et ce n'est pas, et la question du temps de le faire.
Si je remonte à 10 ans en arrière, quand j'ai commencé à m'intéresser à la gouvernance des technologies de modification du climat, eh bien, à l'époque, qui faisait ça? Eh bien, c'était un tout petit groupe de scientifiques, je dirais moins de 100, peut-être même simplement 50 à l'échelle mondiale, qui travaillaient à la recherche sur ces questions. Et il faut reconnaître que depuis 2006, où Paul Watson a publié cet article suggérant que nous devrions prendre en compte sérieusement la modification du rayonnement solaire et d'autres technologies de modification du climat, il y a eu une véritable inflexion. Et depuis lors, bien sûr, au cours des 10 dernières années, il y a eu un plus grand nombre de scientifiques qui se sont impliqués, mais cela reste quand même un ensemble réduit de scientifiques. Donc, je pense ce qu'il nous faut, c'est qu'il faut engager plus de scientifiques dans ce processus. Plus que dans le monde développé. Et ça, c'est la deuxième question, la question du où. Car il y a beaucoup de recherches aux États-Unis, il y a un petit peu de recherche au Japon, et aussi dans les pays émergents comme la Chine, avec son programme national. Il y a peut-être quelques chercheurs en Inde ou au Brésil, mais voilà. Mais au-delà de l'expansion géographique, je crois que certains forums devraient bien sûr s'impliquer sur ces sujets, et Thelma l'a bien expliqué. C'est-à-dire que les rapports scientifiques du GIEC ont défini très clairement des profils d'évolution où il est possible d'atteindre des émissions négatives au lieu de tenter de limiter l'augmentation des températures. Mais au-delà du GIEC, cela par exemple n'est pas débattu dans la Convention cadre des Nations Unies, dans le programme des Nations Unies pour l'environnement. L'année dernière, à la 4e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, la Suisse et d'autres pays ont formulé une proposition pour que la science évalue cela. Mais cette proposition a été rejetée. Donc je pense qu'il faut une expansion de ces forums. Et cela me conduit à la troisième partie, c'est-à-dire que ce qui est discuté, et bien sûr à un niveau planétaire, il faut nous pencher sur la science. Il y a beaucoup de recherches sur ce que l'on peut faire ou ne pas faire, si on peut utiliser une sorte de modification, par exemple, pour protéger la fonte de la partie de l'Arctique. Mais vous savez, la plupart de la population mondiale vit entre les tropiques. Donc il y a peut-être beaucoup de recherches qui est basée sur des impacts dans d'autres parties du monde qui sont beaucoup plus peuplées, car à cause de leur large concentration de population. Et il y a une chose qui n'est pas débattue, c'est la gouvernance. Elle ne fait pas l'objet de conversations assez substantielles. Et ce qui me conduit à mon dernier point, celui du quand. On ne peut pas songer aux technologies de modification du climat comme une sorte au bout d'un spectre d'options que l'on adopterait une fois que l'on aurait épuisé toutes les autres, car il pourrait alors être trop tard. Ça ne veut pas dire que ni C2G ni moi ne recommandions ces technologies, mais je crois qu'il faut vraiment parler de la science et de la gouvernance en même temps que des conversations qui ont lié aux ambitions d'atténuation, la résilience contre les risques climatiques. Et il faut que ce soit ce que l'on va faire après 2030, 2040, 50 et bien sûr à partir du 22e siècle. Merci Arnaba. Pour revenir à ce que vous venez de dire, il est clair qu'on ne peut pas songer à cette solution une fois que l'on aura épuisé toutes les autres options. Voici une question pour Thelma. Vous avez dit que plus élevé et plus long serait le dépassement des températures de 1,5 degré, plus nous dépendrons de l'EDC. Qu'est-ce que cela signifie sur notre façon d'envisager et de gouverner l'EDC? C'est une question intéressante. Oui. J'aimerais dire que pour répondre pour l'EDC, mais aussi comment nous pensons que l'MRS peut entrer en jeu, et toute la littérature que le GIEC a évoluée, en particulier dans le rapport spécial sur le réchauffement 1,5 degré, ne soutient la MRS que comme un supplément visant à renforcer l'atténuation dans les scénarios de dépassement de température. Et donc, si nous sommes dans un profil avec un dépassement élevé, alors nous allons devoir dépendre non seulement de l'EDC. L'EDC,
dans les options les plus ambitieuses et efforts d'atténuation à l'échelle mondiale. Mais nous savons que nous connaissons le potentiel de l'EDC, mais nous avons toute une gamme d'options. Pas une simple qui puisse nous aider à nous mettre sur la bonne voie d'un profil d'évolution qui respecte le 1,5 degré. Donc, si nous regardons au potentiel des options d'EDC, elles ne seront pas suffisantes si on a un grand dépassement. Même si on les met toutes ensemble, et elles en sont, sachant qu'elles en sont toutes à des niveaux de maturité très différents. La plupart sont encore à l'état de démonstration. Certaines font l'objet d'une recherche. Et donc, vraiment, et c'est difficile de vraiment voir les impacts potentiels qu'ils peuvent avoir, même si on pense au reboisement, qui sont des technologies matures, des options matures, disons, à large échelle. C'est applicable à grande échelle, mais alors on ne saurait pas alors quels pourraient être les effets négatifs. Donc la littérature scientifique n'a pas une évaluation assez claire et on ne sait pas non plus où on va appliquer ces options. Par exemple, si on fait la reforestation dans les régions boréales, ça pourrait contribuer au réchauffement climatique. Donc il reste vraiment beaucoup encore de questions sur les conséquences potentielles de tout cela. Je crois que le GIEC a dit très clairement qu'il était possible de limiter le réchauffement climatique à la fin du siècle à 1,5 degré par rapport au degré pré-industriel, mais on peut le faire sans avoir à dépendre potentiellement de la MRS. Il y a plusieurs questions qui doivent être résolues, comme l'acceptation sociale, les questions éthiques. Donc vraiment, il reste encore beaucoup à faire. Et plus au-delà des options plus qu'il y en a pour les options de décès. Donc nous voyons qu'il y a des profils d'évolution où il n'y aurait pas à dépendre sérieusement de la MRS, mais le GIEC inclut une grande contribution dans tous les profils qu'il a évalués et dans lesquels le décès est présente. Donc il y a une grande contribution de l'élimination du dioxyde de carbone. En particulier dans les modèles intégrés, évolués par le GIEC pour le profil d'évaluation à 1,5 degré. Eh bien, on parle beaucoup de la BECS, qui est la bioénergie, avec le captage et stockage du carbone, et aussi de le reboisement à grande échelle. Donc, les examiner séparément sans prendre en compte qu'il y a d'autres options sur la table, dont chacune a des aspects différents, des coûts différents et des contraintes de faisabilité différentes. Pas nécessairement technologique, mais aussi la question de l'acceptation sociale qu'on a déjà vu dans le cas de la fertilisation des océans comme je l'ai déjà expliqué. La Convention sur la diversité biologique a exprimé des préoccupations sur ces options. Mais de toute façon, dans vraiment tous les profils d'évolution, il y a une dépendance à l'EDC. Nous espérons obtenir une atténuation très ambitieuse des réductions des émissions à l'échelle mondiale, de façon à ce que le besoin à dépendre vraiment de toutes ces options d'EDC ou de ce grand portefeuille et également de la MRS soit plus limité dans les profils d'évaluation avec un dépassement. Merci Thelma. Arunabha, souhaitez-vous intervenir sur cela? Plus élevé sera le dépassement, plus nous aurons besoin de dépendre de l'EDC. Qu'est-ce que cela veut dire et comment nous pouvons gouverner l'EDC? C'est ce que
je disais dans ma présentation, quel est le signal que nous essayons d'envoyer quand nous entreprenons la recherche sur le décès et la SRM? Est-ce le signal que c'est un dernier ressort quand tout le reste a échoué? Ou est-ce que c'est le signal que finalement, en faisant ça en premier ressort, parce que nous allons arrêter de travailler sur les émissions de la réduction des émissions et que nous allons en quelque sorte mettre tous nos œufs dans une sorte de panier mythique et absorber l'atmosphère, le carbone de l'atmosphère. Depuis un point de vue de l'équation, bien sûr, plus élevé sera le dépassement et plus nous aurons à absorber le carbone. Car la MRS ne change pas la concentration du carbone qui est déjà dans l'atmosphère. Elle évite simplement un futur réchauffement en termes de limitation du montant de chaleur qui touche la surface de la Terre. Et c'est ce que dit l'équation. Mais ensuite, quelles sont les options de décès qui sont évaluées, comme Thelma l'a expliqué. Et le rapport du GIEC étudie un profil où il y a un grand montant qui vient de la BEX. Nous savons que cela va demander beaucoup de terrain. Donc, où est-ce qu'on va le faire? Est-ce que ça va être dans une région très peuplée et utiliser des terres dédiées à l'agriculture? Est-ce qu'on va le faire ailleurs? Il y a quelques semaines, David Morrow, Michael Thompson, qui ont également participé à ce webinaire, et quelques autres dont je fais partie, nous avons publié un article sur les principes auxquels nous devrions réfléchir quand nous prenons en compte le décès comme une option sérieuse pour entreprendre ces recherches. Le principe numéro 1 est que il ne faut pas oublier que cela fait partie d'un jeu beaucoup plus long de structure du climat et si nous considérons ça comme la solution miracle que nous allons utiliser, ça ne va pas fonctionner. Le deuxième principe est tout aussi important, c'est que ce n'est pas simplement une question de carbone, mais c'est aussi une question d'impact social, économique, sur d'autres secteurs. C'est l'impact environnemental qui est au-delà du carbone. Et c'est pourquoi la Convention sur la diversité biologique a vraiment été ferme en mettant un moratoire sur la technologie de géo-ingénierie à grande échelle qui pourrait avoir des impacts adverses sur la biodiversité. Ça me conduit aux deux autres principes qui sont que nous ne pouvons pas parier que cela va bien tourner. C'est comme un investisseur. On va peut-être parier sur 10 technologies, mais il n'y en a que 2 qui vont fonctionner. Donc, à l'aune de quels paramètres allons-nous évaluer l'échec? Et à quel stade allons-nous dire qu'une technologie doit être abandonnée et qu'il faut passer à autre chose? Et ceci aussi demande de la gouvernance. Et en ce faisant, nous veillons à ne pas regrouper toutes les options de décès dans une seule façon. Comme nous l'avons dit, il y a deux axes, mais ça ne veut pas dire que les technologies au sein de ces axes soient évaluées au même endroit. Donc, ce sont des approches qui sont nécessaires au-delà de l'examen de l'équation sur le fait qu'on aura un dépassement. Mais il faut vraiment gouverner. C'est ça la question. Et quelles en seront les conséquences et où? Et avec quelles autorisations? Merci Arunaba. Nous avons une question d'un participant qui concerne la recherche technique. La question est, y a-t-il des recherches qui attendent qu'une grande éruption volcanique déclenche un refroidissement mondial, comme l'éruption du Tambora en 1815, mais à l'époque moderne? Arunaba? Une grande partie de la recherche qui a été lancée sur la gestion du rayonnement solaire dans les dernières années a puisé dans, en quelque sorte, l'expérience naturelle qui ont été connues dans les années 90 avec l'éruption du Pinatubo et qui ont conduit à un refroidissement important à l'échelle planétaire en raison de la quantité de sulfure émis. Et c'est ce qui est arrivé. Mais la question, c'est est-ce que l'on peut imiter la nature?
Et en savons-nous assez sur la nature avec toutes ses complexités au-delà du cycle de carbone et des cycles idéologiques, mais en sait-on assez en termes d'ozone, etc., pour être capable de tenter ceci? Donc la réponse rapide serait oui, c'est la base d'essayer d'imiter ce qu'a un volcan en termes d'émissions, de mettre des aérosols dans la stratosphère, mais comme Selma l'a dit, il reste beaucoup d'incertitudes. Thelma? Oui, je crois que je veux complémenter la réponse d'Arunaba. Si nous nous penchons sur les profils d'évolution évalués par le GIEC dans le rapport spécial sur le 1,5 degré, bien, on voit qu'il n'inclut pas le potentiel des épisodes naturels, comme par exemple les grandes éruptions, mais il prend en compte ce que les humains peuvent faire. Donc, en particulier la grande atténuation, enfin les efforts d'atténuation, la réduction des émissions, comment on peut le faire, ce que la coûte, où on peut le faire, etc. Donc, si nous regardons la modification du rayonnement solaire, eh bien, elle ressemble beaucoup à la façon dont fonctionne un volcan. Il y a beaucoup de particules dans l'atmosphère, donc qui reflètent une grande quantité de rayonnement solaire entrant. Donc, le principe est le même. Mais il y a une immense différence. Quand on a une grande éruption volcanique, il y a un effet de refroidissement, donc il y a une rapide diminution des températures à la surface de la Terre, comme par exemple pour le Pinatubo, ça a été 0,5 degrés en moyenne à l'échelle planétaire, à la surface de la Terre. Mais cela n'a pas duré longtemps. Et c'est ça le problème. Donc, le principe de la modification du rayonnement solaire, bien, ce qui a été mentionné, c'est que voilà, le problème, c'est l'effet d'un arrêt brusque. Et ça, c'est compliqué. C'est vraiment très complexe. Car quand on a implémenté la MRS et on l'a déployée, elle doit rester aussi longtemps qu'il y a des fortes concentrations de CO2. Donc, on ne peut pas l'arrêter comme ça, brutalement, du jour au lendemain. Et voilà, dire c'est fini. Non. Tant que vous avez de fortes concentrations de CO2 dans l'atmosphère et que vous avez déployé la MRS, vous devez la maintenir. Autrement, il pourrait y avoir un effet de réchauffement rapide. Et ça, ce serait vraiment une question très difficile à résoudre. Donc oui, on voit que ça ressemble au volcan et que tant que on ne sait pas combien de temps cela va rester et on ne sait pas combien de temps on aura à avoir l'effet de cet rayonnement solaire qui est reflété. Et il faut donc continuer à déployer la MRS. Et ça, c'est vraiment un point important. Ah oui, c'est vraiment très très important, on ne peut pas l'ignorer. Et c'est pourquoi tous les efforts d'atténuation et d'adaptation sont vraiment essentiels dans notre lutte contre le changement climatique. Ce sont des solutions complémentaires. Enfin, si elles finissent par être des solutions, car nous sommes encore loin d'avoir toute la connaissance nécessaire pour pouvoir faire cette évaluation. Bon, alors, je pourrais... j'ai une question que je me souviens pas, Arunaba. Vous souvenez-vous combien de Pinapudo il faudrait avoir par an pour avoir l'effet de refroidissement? Je me rappelle d'un nombre absolument faramineux, mais je ne m'en souviens pas exactement. Ah non, moi non plus, je m'en souviens pas, mais ça nous ramène au montant du dépassement. Hein. Ah, pardon, je vais peut-être être un petit peu grossier, mais si vous avez une gueule de bois
et que vous pensez que le lendemain matin, vous pouvez simplement prendre quelques comprimés pour vous en débarrasser, quelle va être la structure de votre motivation? Est-ce que votre motivation, c'est de limiter le numéro de comprimés que vous allez prendre ou de limiter le nombre de vins que vous allez boire la veille au soir? Hein, et voilà où est l'aléa moral. Et si on compte sur le fait qu'on puisse prendre beaucoup de comprimés, le lendemain matin, on s'achemine sur une pente vraiment très glissante. Et cela aura des conséquences en termes pour l'effet d'un arrêt brusque, mais cela pose également la question de ce que l'on fait. Et cette question nous ramène à la première sur qui, quoi et où nous avons ces débats. Nous devrions évaluer toute région ou pays qui produisent beaucoup d'émissions à l'aune de ce que cela veut dire pour les technologies de modification du climat. Que signifient les engagements de la Chine à l'horizon 2060 en termes de ce que cela va nous demander à faire sur les investissements dans ces technologies? Quel est l'engagement des États-Unis? Et qu'en sera-t-il si Joe Biden est élu et président et que son plan est mis en œuvre? Et alors, quelle serait la part de notre action pour le climat qui dépendrait de l'élimination du carbone ou qui dépendrait de la lumière du rayonnement solaire reflété dans l'espace? Donc, j'invite chaleureusement les auditeurs et ceux qui verront cette vidéo après à se poser deux questions. Est-ce qu'on dépend de la modération de la consommation de vin le soir ou du nombre de pilules que l'on va prendre le lendemain? Et même si c'est l'une ou l'autre des options, comment gouvernons-nous cela? Car si je prends beaucoup de piles sans avoir d'ordonnance, eh bien, c'est mauvais également. Amy, je pourrais apporter quelque chose qui vient de me passer par la tête, c'est que dans le cas d'un dépassement, d'un scénario de dépassement, Arunaba a mentionné le nombre de pinatubo dont nous aurions besoin par an pour exercer cette fonction de dépassement. Mais pour redescendre à 1,5 degré, c'est ce que nous voulons faire. Nous avons un dépassement qu'il est possible de limiter à 1,5 degré ou de faire passer en dessous. Mais cela peut prendre des décennies, ce n'est pas instantané. Donc, mais ce n'est pas simplement que ça fait réduire, c'est que comment est-ce que l'on va le maintenir? Si on obtient le 1,5 degré, il faut le maintenir. Et donc, c'est vraiment un grand point d'interrogation. Et nous dépendons de ces technologies. Pendant combien de temps va-t-on falloir les maintenir? Et prenons en compte les options de CDR. Eh bien, certaines ont des questions de permanence, telles que je l'ai déjà dit. Elles peuvent fonctionner comme le reboisement. Bon, on sait qu'elles fonctionnent pour absorber le carbone de l'atmosphère, l'éliminer. Mais pendant combien de temps vont-elles jouer ce rôle d'élimination du CO2? Et quels sont les risques potentiels d'effets adverses, en particulier si l'on prend en compte que les impacts du changement climatique sont là et cela implique des sécheresses que l'on a vues, car je ne dis pas que j'attribue tous les incendies que nous voyons actuellement au changement climatique, mais nous savions qu'il y avait des risques potentiels du changement climatique qui étaient d'augmenter la fréquence et l'intensité des incendies, des inondations, de la sécheresse. Donc vraiment, c'est un risque potentiel que nous avons quant aux approches qui sont basées sur la Terre, pas simplement le reboisement, mais aussi c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Pas simplement pour le décès, mais aussi pour nos options d'atténuation. Et il faut prendre en compte d'abord en premier lieu le besoin d'avoir la transformation
dans l'énergie, car l'énergie a été l'un des principaux moteurs du changement climatique. Il est clair que je ne dis pas que les approches fondées sur le terrain ne soient pas utiles, car elles le sont. Mais il faut aussi nous atteler à tout ce grand ensemble et tenter d'éviter l'aléa moral. Parce que si on a des technologies qui pourraient nous sortir de ce problème, et il faut dépendre pas de celle-ci et voir que la future salvation du monde est l'un des profils le plus difficiles que le monde ait à faire. Donc je crois qu'il est vraiment temps de voir vraiment tout cela à l'échelle globale avec les responsabilités que ça importe et vraiment à prendre en compte les messages scientifiques qui sont déjà très forts et qui ne disent pas que toutes ces options sont le salut. Ils disent qu'elles s'accompagnent de grands risques et de conséquences et qu'il y a encore beaucoup à prendre sur ces risques potentiels que nous n'avons pas encore pu évaluer à l'échelle scientifique. Donc vraiment, il y a encore beaucoup de choses et nous évoluons au fur et à mesure que le GIEC apporte des données scientifiques basées sur des données scientifiques. Mais il est vraiment temps de faire très attention. Je vais finir avec ça. Le GIEC a mentionné dans son rapport spécial du 1,5 degré qu'il n'est pas impossible d'atteindre le réchauffement climatique à 1,5 degré à la fin du siècle. Mais il a dit que cela demanderait des transformations sans précédent dans tous les domaines de la société, les procédés industriels, les résidus agricoles, les transports, la construction, enfin, vraiment partout. Mais, bon, regardez, je ne vais pas dire que le Covid soit une bonne chose, mais nous pourrions dire que nous avons des changements très rapides, et pas simplement de la façon dont les choses ont été faites, mais aussi dans les très grands montants qui ont été mis à disposition, qui vont être mis sur la table pour contribuer à dépasser et à faire face à cela. Donc, en fait, ce que je dis, c'est que cela pourrait être une piste, un indice sur le fait que les changements rapides sont possibles. Merci Thelma. Attention, je ne dis pas que la Covid soit une bonne chose, mais voilà, ça dit que quand même, ça peut mettre des rapides financières qui contribueront, je l'espère, à ce que les pays en développement puissent en faire plus. Merci Thelma. J'aimerais poser une dernière question avant de terminer cet événement et entendre vos deux points de vue, donc avant de conclure. Alors, en termes de risques et de préoccupations éthiques, en particulier quant à la recherche, comment commençons-nous à y répondre ? Nous avons parlé des questions d'inclusivité et de transparence. Et quelles sont les étapes qu'il faut prendre ? Et faut-il y répondre quand la recherche a déjà avancé ou au préalable ? Je peux essayer d'y répondre ? Oui, juste une minute parce qu'on conclut. Vous voulez que je commence ? Ah oui ? Ok. Je répondrai que ça va de pair. On ne peut pas avoir la recherche avant la recherche et après. Je vous ai donné cette métaphore du médicament et de l'ordonnance. Donc, l'ordonnance ne dit pas que vous ne pouvez pas prendre le comprimé. Mais ça dit simplement qu'il faut le prendre avec modération et que quelqu'un doit déterminer les doses et la façon de les prendre. Donc, certains scientifiques ont tendance à croire que toute discussion sur la gouvernance est une atteinte à la liberté de la science et que ça leur enlève leur droit à poursuivre leur ligne de recherche. Et je pense que les scientifiques plus éclairés qui travaillent dans ce domaine pourraient penser que la gouvernance va être le mécanisme de contrôle et d'équilibre que nous avons dans les démocraties.
Si les gouvernements pensent que les législateurs n'ont aucun rôle et que les législateurs pensent que les cours n'ont aucun rôle, alors nous n'aurions pas de démocratie. Et si nous pensons que nous pouvons simplement dépendre de scientifiques qui s'auto-gouvernent et que cela suffit, alors c'est vraiment très imprudent d'avoir ces options. En particulier si vos efforts vont avoir des impacts sur la Terre. Et l'évolution de la recherche devrait avoir une influence sur l'évolution de la gouvernance. Et de la même façon, l'évolution des conversations sur la gouvernance devrait adresser cette question à une recherche plus approfondie. Par exemple, une question de gouvernance serait est-ce que vous allez prendre en compte les impacts sur les tropiques suffisamment, car c'est là que vit la plus grande part des populations humaines. Et cela renvoie à une conscience de recherche. Y a-t-il assez de financement de la recherche qui répond au fossé empirique que nous avons en termes de recherche sur les tropiques? Donc, ça doit vraiment aller de pair. Merci Arunaba. Nous avons 2 minutes. Thelma? Je vais compléter ce qu'a dit Arunaba. Merci. Donc, en plus de ceci, il faut également pas simplement penser à la gouvernance internationale et la recherche à grand terme, mais il faut aussi faire nos devoirs à l'échelle nationale. Les gouvernements nationaux qui impliquent la société civile, les communautés indigènes, eh bien, car les pays devraient avoir une perception et comprendre où sont les opportunités auxquelles ils pourraient contribuer. Par exemple, prenons la bioénergie, ou par exemple un exemple, l'ABEX, non? Alors, quelles sont les opportunités pour le faire en toute sécurité et sans mettre en danger la sécurité alimentaire, les régimes fonciers et il faut répondre à ces questions. Donc, il faut que ces conversations aient lieu à l'échelle interne et pas simplement en regardant au côté négatif de la science, mais aussi en regardant les opportunités. Et il faut commencer à se pencher sur les limites de leur contribution d'une façon qui garantisse le développement durable dans la mesure du possible et la réalisation des objectifs de développement durable. Ça ne va pas toujours être vrai, mais vraiment, il faut qu'ils identifient la gamme d'options qu'ils ont. Et ceci est spécifique aux pays, aux régions, et il faut vraiment que ce soit la leçon à apprendre. Donc, il faut explorer vraiment comment trouver les meilleures options qui permettent de minimiser les contreparties et de maximiser les synergies. Et en particulier quant aux objectifs de développement durable. Donc, c'est mon dernier message en 1 minute. Merci Thelma, merci Arunaba. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du temps que nous avions. J'aimerais dire que nous avons une conversation très intéressante il y a quelques semaines avec Arunaba, Thelma et d'autres invités dans un format qui s'appelle le Campfire Chat et que vous pouvez trouver sur notre site web. Si vous voulez en savoir plus, mais avoir différents points de vue sur cette question. Et comme je l'ai dit, le programme Cetogy Learn offre une large gamme de contenus en ligne et vous pouvez en savoir plus grâce à ceci. Veuillez remplir le sondage à la fin de l'événement pour donner votre commentaire sur notre façon de faire cela en ligne. C'est un procédé d'apprentissage pour tout le monde dans ces temps de pandémie. Nous avons hâte de vous revoir avec Thelma et Arunaba. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite une merveilleuse journée. Thank you, Alia. Thank you. Bye-bye.